12h35 sur le plateau d'All for Pack TV pour ce grand débat, les femmes entrepreneurs dans l'emballage. Un sujet absolument passionnant parce que on vous donne rarement la parole et pourtant vous agissez partout dans le packaging, mesdames. Alors évidemment, pour aborder ce sujet des femmes dans l'entreprise, il y a toujours deux écoles. Les premiers disent qu'une émission sur les femmes de l'emballage est un non-sujet parce qu'il ne sert pas la cause de la parité et quelque part, ils n'ont pas tout à fait tort. D'autres observent au contraire que la filière se féminise de plus en plus et que l'apport des femmes est non seulement déterminant, mais peut-être également spécifique. Et c'est cela qui nous a intéressés sur ce plateau lorsque nous l'avons préparé, c'est la spécificité finalement des femmes entrepreneurs de l'emballage. Alors est-ce que l'empreinte féminine modifie le management, modifie les organisations, la compréhension des besoins des utilisateurs, des consommateurs et même peut-être l'offre globale de cette filière emballage? Donc vous voyez sur ce plateau, nous avons 6 femmes pour en parler et avec vous notamment Vanessa Erogbogbo. Vous êtes directrice de Women and Trade Programme à l'International Trade Center, ITC. Welcome aboard. À côté de vous, Debbie Waldron-Hoynes. Vous êtes Managing Director d'Aventou Ltd et surtout directeur de Women in Packaging UK. Donc c'est une association qui regroupe les femmes du packaging au Royaume-Uni. Vous êtes également consultant directeur de FIA Ltd et directeur de FTA Europe. À côté de vous, Nathalie Chapuzot, Raja. Vous êtes Raja bien connue, bien sûr. Directrice générale déléguée marketing, vente et e-commerce. En face de vous, sur ce plateau, Sylvie Cazenave-Perret, Posson Packaging. Vous êtes le PDG de Posson Packaging. Bienvenue. À côté de vous, Florence Blanchet, directrice générale de Blanchet SAS. Vous êtes venue avec des magnifiques produits qu'on aura l'occasion de détailler tout à l'heure. Et enfin, Lisa McGarry, vous êtes cofondatrice et directrice générale de Mobifox.fr et directrice associée de mise en boîte Smart Packaging. Alors, mesdames, je voudrais qu'on démarre tout de suite, peut-être avec vous, Vanessa Erogbogbo. International Trade Center est une émanation conjointe de l'ONU et de l'Organisation mondiale du commerce. ITC met en lumière 2 informations très parlantes. Tout d'abord, presque un tiers des entreprises dans le monde sont dirigées par des femmes. Et puis aussi, cette information importante concernant l'Afrique. On a des pays en Afrique où les femmes ont un rôle extrêmement important, voire dominant. Alors tout d'abord, quelles sont les missions de ITC et du programme que vous dirigez en relation avec l'emploi des femmes dans le monde ? Eh bien, bonjour à nouveau tout le monde. Eh bien, donc, en fait, nous sommes une agence liée au commerce. Le négoce mondial correspond à 30% du PIB. Notre objectif, et dans mon programme, c'est de s'assurer que les femmes tirent parti du négoce mondial, que les femmes participent complètement dans l'économie mondiale. Effectivement, au maximum les femmes en les connectant au business, en particulier à l'export. So I just translated what we say. Absolument. And we recently launched. Récemment, on a lancé une initiative pour connecter 1 million de femmes au marché en 2020. D'ici 2020, ceci naturellement examine chaque pays de par le monde, pas seulement dans les pays en développement, mais également dans les pays développés, pour s'assurer que chaque femme a l'occasion d'entrer sur le marché, a les compétences requises et que chaque femme fonctionne dans un environnement qui favorise le développement de leurs entreprises et de participer en tant qu'entrepreneuses. Your mouth. Thank you very much. Okay. We have... OK, vous écoutez, madame, de façon très prudente. L'empreinte des femmes est très forte en Afrique. On a le textile, bien sûr, avec de fantastiques croissances comme celle de l'Éthiopie, mais on a aussi le Kenya et le Nigeria. Ethiopia is an exciting. L'Éthiopie est un pays passionnant, comme vous le savez peut-être. Ça fonctionne naturellement. Eh bien, l'Éthiopie est un pays excitant, donc passionnant, qui a une tradition énorme de coton, de production de coton. Ils ont naturellement le coton biologique naturel en Éthiopie naturellement. Yes, exactly. Yes, absolument. Donc,
tradition du coton. Et vous avez des femmes qui travaillent également dans la chaîne de valeur complète, eh bien, de la production du coton, de la culture, aux filatures, traitement avec des tissus fantastiques. ITB travaille avec les femmes en Éthiopie pour aider ces femmes entrepreneurs à transformer ce qui est en fait un produit traditionnel dans quelque chose eh bien, qui est désirable. Et par le marché, on travaille à la conception à New York avec la London College of Fashions pour donner à ces femmes des formations sur le développement de nouveaux produits, nouveaux concepts pour les marchés internationaux. On leur montre naturellement le cachemire de Mongolie et ils travaillent ensemble de façon collaborative pour combiner le cachemire mongolien et le coton éthiopien. Donc, ce qui est une petite industrie peut devenir une grande industrie, quelque chose en fait qui a beaucoup de valeur ajoutée pour les femmes. Matière artisanale, on le sait, on le connaît bien sûr, et la capacité aussi effectivement à entrer dans des process de production d'objets plus complexes pour l'exportation. What about the specific? Quid du packaging, quid de l'emballage dans ces pays, Vanessa? Eh bien, je pense que les entrepreneurs ne comprennent pas vraiment l'importance de l'emballage, du conditionnement. Lorsqu'on commence à travailler avec des entreprises dans les pays en développement, eh bien, il y a un produit sympa peut-être, mais qui est mal conditionné. Il faut travailler sur le conditionnement, sur la qualité du conditionnement, le design, pour que ce soit attirant pour le client. Je vois souvent eh bien, du thé kényan, fantastique, un pays qui a une histoire de culture du thé. Lorsqu'on voit le conditionnement, c'est pas très terrible, hein. Le consommateur eh bien, veut aimer le produit au niveau de son aspect. Lorsqu'il le prend en main, et nous voyons des préoccupations concernant la durabilité, la pérennité de l'environnement. Donc le packaging, l'emballage doit répondre davantage à des clients plus exigeants. Dans ces pays, et c'est pour cela que vous êtes là aujourd'hui, Vanessa et Rogbogbo. Alors, une dernière question pour vous, et puis après on vous intégrera dans le débat. ITC participe à de nombreux événements, comme Women's Vendors Exhibition and Forum in São Paulo, Brésil. Vous y avez lancé une initiative, utiliser les technologies mobiles pour connecter ces femmes avec le monde extérieur. Emmanuel, tu as fait vraiment ton boulot, hein, très bien, très bien. Tu as fait ton boulot. On a également un forum annuel, on invite des femmes et des sociétés également. L'important, on invite les grandes entreprises. On a eu donc des entreprises comme Coca-Cola, les hôtels Marriott, Pfizer, et on a lancé eh bien, l'initiative pour connecter 1 million de femmes sur les marchés. On travaille avec Google et avec CINT, société technologique, eh bien, pour avoir un défi sur les 300 femmes de par le monde, femmes et hommes, eh bien, une femme du Kenya a gagné le défi technologique, ce concours. Et on a cette application sur le web, et dans cette application, une société peut immatriculer son entreprise, c'est basé sur des codes HS et d'autres codes. Et c'est en fait important pour les affaires. Pourriez-vous simplement épeler le nom de l'application shetrades.com, SHTRABS.com. Donc, regardez, enregistrez votre entreprise et faites des affaires. Merci, Vanessa. Waldron Hoynes, vous êtes directeur de Women in Packaging. You are able to speak in French. C'est également fantastique, très bien. Alors, en 2 mots, parce que... Bonjour, oui. Moi, je travaille dans l'emballage et l'impression depuis plus de 25 ans. Et j'ai vu en Angleterre qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans le packaging. Dans le packaging. Il y a des femmes, bien sûr, dans les ressources humaines, les assistants commerciaux,
mais il n'y a pas beaucoup de femmes en PDG dans la direction. Alors en 2014, avec une collègue, Joanna Stevenson, nous avons fondé Women in Packaging pour aider et supporter les femmes dans notre industrie. Alors, Debbie Walden-Rens, qu'est-ce que Women in Packaging précisément et quelles sont ses missions? Alors, nous avons décidé d'avoir 3 émissions, ce qu'on appelle WIP garder, WIP keep, WIP s'engager, WIP connect et WIP celebrate, WIP fêter. Alors d'abord pour garder, on veut attirer des femmes d'abord pour travailler dans notre industrie. On parle avec des universités en Angleterre. C'est un peu différent en Angleterre parce qu'en France, vous avez les écoles supérieures. Ça n'existe pas en Angleterre. On fait une licence et après, on va travailler. Ah Alors, oui. on veut d'abord attirer les femmes et après, on veut les garder avec le développement, l'éducation. Et après, on veut s'engager, connecter avec des femmes. Alors, on fait des soirées où les femmes arrivent, on boit un verre de vin ensemble, un peu de canapé. Il y a une intervention. On peut parler, échanger des idées, avoir des avis. Et puis, dernièrement, on veut créer aussi un mentor-mentee, on dit en anglais. Alors, un mentoring, voilà, on va traduire ça en oui, franglais. Un mentoring. Chez nous, c'est du mentoring. Où il y a les femmes qui ont beaucoup d'expérience dans notre industrie, qui peuvent avoir un lien avec finalement des les stagiaires. autres, voilà. Oui, avec les jeunes, les jeunes femmes qui souhaiteraient rentrer dans cette profession. Voilà. Tout à fait. Le système de mentoring fonctionne très bien en France aussi. Hein. Oui, c'est ce qu'on peut faire. Et dernièrement, on veut aussi créer des soirées avec des prix pour les gens de talent. Et comme ça, les entreprises peuvent montrer aussi leur engagement à avoir des femmes dans les entreprises. Lisa McGarry, vous avez un nom anglais, mais vous êtes française. On va vous donner la parole tout de suite. Vous êtes vous-même adhérente à un réseau qui s'appelle Femmes de Bretagne. Tout à fait. Alors au début, vous ne vouliez pas, puis finalement, vous êtes tombée dedans. C'est vrai. Alors j'avais effectivement cette vision du rassemblement des femmes qui était en fait une discrimination positive pour moi. Mais en réalité... C'est ce qu'on pense tous au départ. Voilà. Et en réalité, après avoir testé, j'approuve. Parce que voilà, je fais partie d'un réseau Femmes de Bretagne qui depuis 2 ans rassemble toutes les femmes régionalement dans la Bretagne, qu'elles aient un projet entrepreneurial ou déjà existant ou qu'elles souhaitent le mettre en place. Et donc c'est une forme de mentoring voilà, informel. Une forme de mentoring. Voilà. Donc effectivement, vous êtes exactement sur la même longueur d'onde en fait avec Debbie. Hein. Effectivement. Alors on va présenter un petit peu les entreprises. Nathalie Chapuzot, donc Raja, vous êtes directrice générale déléguée marketing vente e-commerce également. Vous suppléez ici la présence de Madame Danielle Capel-Marcovici qui est votre PDG. Raja, c'est une entreprise française qui a été créée et qui est toujours dirigée par des femmes. Une success story finalement. Oui, vous avez quelques diapos à présenter d'ailleurs. Oui, je crois qu'on va voir quelques sujet qu'on va faire apparaître. On va voir le visage aussi de Danielle Capel, donc, que je représente. Donc, alors c'est la diapo d'après qu'on va présenter. Alors ça, vous voyez quand même, c'est le site de Paris Nord 2 qui est à juste 5 à côté. minutes d'ici, hein, bon. Puisqu'on est effectivement dans le site. On aurait pu faire le salon chez vous finalement. Ah, on aurait pu, et d'ailleurs on fait des journées portes ouvertes où on invite tous nos clients depuis hier et on les accueille très bien chez nous. On profite du salon où on a un stand aussi. Très bien je dis le numéro du stand quand même au passage, hein, si bien vous sûr. voulez aller nous voir, c'est donc Hall 7, Aleka, le stand 151. C'est dans ce hall, en vous verrez, Aleka. et donc vous découvrirez en fait toute l'offre que nous avons, parce que effectivement, j'ai pas pu venir avec tous nos produits puisqu'on en a 10 000 et c'était un peu difficile, mais vous avez tout le choix de l'emballage. Alors on va voir le visage de Danielle Capel-Marcovici sur la diapo suivante que je vais. Voilà, c'est moi qui ai la commande finalement. J'ai effectivement la lourde charge de la représenter aujourd'hui et j'espère bien. Personnellement, en fait, ça fait 30 ans que je travaille avec Danielle Capel-Marcovici. Et je travaille depuis 30 ans chez Raja parce que je travaille avec elle, parce que c'est une femme exceptionnelle. Et il aurait été bien, effectivement, qu'elle puisse venir, mais elle accueille en priorité nos clients, donc aujourd'hui. On la comprend, effectivement. Voilà. Alors, on connaît la success story Raja maintenant. Alors, on voit quelques chiffres, hein, effectivement. Donc, c'est presque 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est 500 millions en 2016, même voilà. 505 millions en 2016. 21 filiales et 17 pays, hein, je crois. Tout à fait. Alors, on sait moins que votre présidente, Danielle Capel-Marcovici, est une femme engagée. Elle est féministe. Alors, elle a été, est-ce qu'elle est toujours communiste ?
C'est une femme de gauche, elle est plus communiste, c'est une femme de gauche. Alors en quoi est-ce que tout cela, cet engagement s'est traduit dans son management? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Bien sûr. Alors ça se traduit de plusieurs manières. Déjà à travers, bien sûr, la parité qu'il y a dans l'entreprise entre les hommes et les femmes, puisque, par exemple, le comité de direction du groupe a autant de femmes que d'hommes. Donc ça, ce qui n'est pas le cas dans toutes les entreprises. Donc bien sûr. Forcément, c'est le cas chez nous. Et dans la manière de concevoir l'offre Dans la manière de concevoir l'offre, en fait, je pense que c'est une femme qui a une très grande intuition du produit, une très grande intelligence commercial, si je puis dire, et donc un très grand pragmatisme qui est toujours mis en lien avec le besoin du client. En fait, ce qui prévaut toujours chez elle, c'est qu'est-ce que je peux faire pour répondre avec des produits qui vont faciliter la vie de mes clients. Donc c'est ça quand même le moteur de l'entreprise, c'est cette association entre les clients et le produit. Alors on verra tout à l'heure si c'est spécifiquement féminin. Florence Blanchet, donc en face de vous, directrice générale de Blanchet SAS, située dans la baie du Mont-Saint-Michel. Donc évidemment en Bretagne, n'est-ce pas ? Pardon, on ne va pas remettre le débat sur la table tout de suite. Une société de 47 salariés, 8,8 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2016. Vous êtes reconnu pour votre savoir-faire dans l'emballage de bois déroulé. Votre père, Michel Blanchet, est toujours PDG de l'entreprise, mais vous avez repris la suite et avec talent, avec maestria. Mais votre papa, c'est l'inventeur du panier à coquille Saint-Jacques. Alors depuis 2002, vous exercez des fonctions opérationnelles dans l'entreprise. Vous êtes très engagé à votre manière, une manière très opérationnelle finalement. Oui, alors effectivement, on est sur un secteur d'activité assez atypique. L'entreprise est effectivement spécialisée dans la conception et la fabrication d'emballages bois dits légers, donc les traditionnels bourriches à huîtres ou paniers à coquille Saint-Jacques, comme vous l'avez évoqué. Depuis 2002, j'ai réorienté on va dire, l'entreprise de façon différente pour qu'elle puisse continuer à se pérenniser. Nous souhaitons mettre en valeur notre matière première, où j'ai introduit moi le contreplaqué. Pour on en voit des exemples d'ailleurs, des choses un petit peu différentes que ce que fabriquait auparavant l'entreprise. Expliquez-nous, votre contribution de femme à ce métier est-elle spécifique ? Alors, sincèrement... Parce qu'on voit quand même, là, on a une touche très féminine sur vos packaging, notamment l'impression, la forme des produits. On comprend tout de suite à quoi ils servent. Ça, c'est la fonctionnalité, mais on a une esthétique réelle. Alors, ce qui était important pour nous, c'était de mettre en avant la fonctionnalité de l'esthétisme de produit, tout en répondant, bien entendu, à un marché, ce que nous avons réussi à faire. Que puis-je ajouter me concernant, effectivement, je pense qu'il y a une sensibilité produit, marketing et de créativité, effectivement. Ce qu'on m'a dit, c'est que vous avez beaucoup d'idées en même temps. C'est pas forcément spécifiquement féminin. C'est parfois dur à suivre. Mais parfois, c'est assez dur à suivre pour mes équipes, effectivement. C'est ça. Alors, vous avez également ajouté, donc vous avez parlé du contreplaqué, mais la sérigraphie sur bois. Et ça, c'est votre idée. Alors absolument, nous avons étudié bien sûr différents systèmes d'impression, parce qu'il en existe bien d'autres. La sérigraphie s'est avérée pour nous un process intéressant pour pouvoir aussi bien réaliser du prototypage de petites, moyennes et grandes séries. Également, nous œuvrons énormément en faveur du développement durable. On a cette sensibilité chez Blanchet. Donc, au-delà d'une matière première qui est agréée PEFC, je souhaitais mettre en place un système d'encre à base d'eau également, qui est très important pour la communication et l'image de nos produits, et de rassurer également nos clients à ce sujet. Ouais. Parce que le bois n'est pas le packaging le plus introduit sur le terrain, sur les marchés. Effectivement. Donc votre entreprise est agréée PEFC, elle est certifiée également Imprime Vert. C'est une marque opérée par le pôle d'innovation de l'imprimerie. Et ça, vous y teniez. C'est-à-dire, on découvre peut-être une forme de spécificité. On va vous faire réagir, mesdames, ensuite. Vous allez jusqu'au bout d'un projet et il y a du sens derrière ce projet. Alors, effectivement, il y a du sens. J'aime aller au bout de mes projets. C'est-à-dire que de communiquer sur le développement durable, c'est essentiel et nécessaire pour nos entreprises.
Mais chez nous, on se fait fort effectivement de mettre en place les process, certaines certifications pour démontrer qu'il est possible de le faire également dans une PME. Ouais. À côté de vous, Lisa McGarry, donc cofondatrice et directrice générale de Mobifox, directrice associée de Mise en Boîte. Mobifox, on va en parler un tout petit peu. On retrouve le pragmatisme dont vous avez parlé concernant votre présidente, Madame Chapuzot. Constat pragmatique et de consommatrice, finalement. Vous avez souhaité utiliser l'innovation digitale pour rendre les packaging connectés et intelligents. Racontez-nous. Alors, effectivement, c'est parti de plusieurs constats. Aujourd'hui, en mobilité, on a un comportement, un taux d'équipement très important et un comportement qui a complètement changé. Aujourd'hui, le consommateur veut une information claire, pertinente, tout de suite. Autrement, voilà, il va passer à autre chose, il va avoir une forme de frustration. Et donc, on a souhaité lever tous les freins à l'action, tous les freins à l'utilisation du digital et l'apporter au packaging de manière simple, pour que ça puisse être mis en œuvre par tous. Alors, vous utilisez non pas la RFID, donc, mais la technologie NFC. Enfin, on peut utiliser les deux, finalement. On peut utiliser les deux. Alors, la RFID a une plus longue portée. Et la NFC, en fait, est une technologie sans contact de proximité. Donc, elle se présente très simplement par le sigle NFC que vous avez vu à l'écran. Et donc, on a un tag NFC, donc, qui est un micro-circuit imprimé. On est en train de le montrer à l'écran. Je ne sais pas si on arrive à le voir avec la réflexion. Voilà. Mais l'idée, c'est qu'on peut apporter ces technologies dans le packaging déjà existant, voire dans la PLV. Donc dans là, toute on a un exemple. Voilà, tout à fait. Un exemple des andouilles connectées, pour le coup. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On passe son smartphone à proximité? Comment ça fonctionne? On passe son smartphone directement, donc sans contact, sur la surface du packaging, oui. Et on va avoir tout de suite une interface mobile qui va permettre donc d'avoir toutes les informations multimédia disponibles immédiatement, et on peut interagir, c'est-à-dire qu'on peut non seulement consulter de l'information, partager sur les réseaux sociaux, mais aussi participer à des jeux concours, remonter de l'information au service consommateur, par exemple, et autres. Donc c'est ce tag, ce micro-circuit finalement qui apporte l'échange d'informations avec le smartphone. Pourquoi est-ce qu'il vous a semblé nécessaire de repenser finalement le QR code qui existe déjà depuis un moment? Alors c'est vrai, le QR code existe depuis un moment sous différentes formes. Aujourd'hui, il n'était pas adapté à l'utilisation, notamment dans l'agroalimentaire et dans le packaging par exemple. Parce qu'on encode toutes les informations dans le code, ce qui fait un code très pixelisé, pas forcément facile à mettre en œuvre et à lire. Et d'autre part, il est jetable. Voilà, donc comme on encode les informations à l'intérieur du code, on ne peut pas s'en resservir. Or, donc on a retravaillé le QR code, qui est aujourd'hui le moyen sans contact, la seule et unique technologie sans contact gratuite, disponible et gratuite, et facile à déployer sur toute surface. Et on l'a retravaillé de manière à la rendre permanent. Donc le QR code qu'on génère avec le système Mobifox est permanent. Il peut être mis en œuvre sur tout type de support. Et qui plus est, on peut le descendre jusqu'à une taille de 1 cm², ce qui est énorme. Par exemple, qui a beaucoup plu à Saint-Michel-Biscuit, puisqu'on a pu le mettre en œuvre sur des galettes individuelles accompagnant le café. Voilà. Alors, on voit bien ce pragmatisme, mais y a-t-il une spécificité féminine dans l'approche de votre métier? J'ai envie de vous dire oui et non. Voilà, non, parce que je pense qu'il y a un apport de toute façon, qu'il soit masculin ou féminin, il y a un apport, et c'est la richesse pour moi, elle se trouve entre les deux. Mais par contre, oui, bien sûr, je rebondis sur ce que disait Nathalie tout à l'heure, l'intuition et le pragmatisme. Je pense que ce sont les deux principales caractéristiques. Et effectivement, ce sens dont parlait Florence, voilà, le fait que ça fasse sens et qu'il y ait cette notion durable, responsable dedans, je pense que c'est une majorité de préoccupations féminines. Ouais. Vous avez aussi choisi pour vous faire connaître ce qu'on appelle le inbound marketing, c'est-à-dire utiliser très fortement les réseaux sociaux. Tout à fait. Ça, c'est pareil, c'est très pragmatique. C'est pragmatique et en même temps, ça s'adapte au comportement, encore une fois, actuel et aux médias dont nous disposons. Aujourd'hui, nous, consommateurs, autant que nous le sommes, nous n'aimons pas être agressés.
Nous n'aimons pas être les chassés. consommatrices sont extrêmement friandes des réseaux sociaux, des Pinterest, etc. Consommatrices, mais pas seulement, les consommateurs aussi. Ouais, mais alors, dans certains domaines, les femmes y vont énormément sur les murs d'images pour rêver autour de l'univers de produits. Alors peut-être qu'on fait un peu plus appel à notre cerveau droit que le cerveau gauche. C'est possible. Voilà. C'est possible. Chez les hommes, c'est les passions qui nous guident pour aller chercher de l'info finalement. Mais chez vous, c'est un peu plus systématique. Je crois. Je ne veux pas tomber dans la différence entre les uns et les autres. Hein, voilà. Jusqu'à côté donc, de vous, Sylvie Cazenave-Perret, pas tout à fait à côté. On va vous passer le micro. PDG de Poisson Packaging, une entreprise patrimoniale qui appartient à une famille depuis 1942, à votre famille, près du Mans en Sarthe. Vous en prenez les rênes en 1995 et depuis 2007, donc suite à un LBO d'un collectif de cadres, vous connaissez des taux de croissance à 2 chiffres très régulièrement. 24 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 115 salariés. Vous êtes spécialisé en carton imprimé, technologie offset. Pourquoi est-ce que vous appelez votre entreprise et votre usine une usine idéale ? Alors c'est une usine idéale parce que dans son histoire que vous venez de relater, il y a eu quand même une petite chute, c'est-à-dire que ce n'est pas ma famille qui a créé cette entreprise. Moi, je suis rentrée en 1995 c'est pas votre famille. Oui, dans une entreprise familiale, effectivement, qui était tombée en dépôt de bilan et qui avait énormément de dettes à rembourser, 3 usines à l'époque, et donc j'ai été moi-même sans formation autour de l'industrie, appelée par cette entreprise pour mener à bien le plan de restructuration, son plan de redressement, le remboursement des dettes. Et quand vous vous trouvez dans une situation telle, vous observez que les collaborateurs à tout niveau de l'organisation sont complètement désorientés, sans parler de la désorganisation globale de l'entreprise, et vous vous sentez investi d'une sorte de mission qui tourne autour exactement de ce mot dont on a toutes les 6 parlé tout de suite, c'est le sens. On doit trouver du sens à redonner à l'action collective, des objectifs à partager. En ce qui nous concerne et en ce qui me concerne, j'étais également, je suis toujours, mais à l'époque, maman de 5 enfants. Je n'imaginais pas mener ce combat industriel impactant l'environnement. Donc on a immédiatement orienté l'entreprise sur la gestion optimale des ressources et l'impact, la neutralité de l'impact environnemental. Et c'est de la sorte que nous sommes arrivés à construire cette usine idéale. Vous êtes parti de cela finalement. On est parti de volonté cela, de donner du sens. Voilà, de donner du sens, et cette quête de sens est complètement partagée par l'ensemble de nos collègues, de nos opérateurs, jusqu'à leur association au capital, comme vous l'avez remarqué en 2007. Une plus large ouverture en capital encore au capital cet été, à un plus grand groupe de collaborateurs. Aujourd'hui, notre entreprise a un taux de croissance qui est assez remarquable ou remarqué dans son secteur d'activité. Elle représente aussi la France, donc notre pays, l'Hexagone, au plan mondial, au sein d'un groupement international d'entreprises patrimoniales qui regroupe 26 entreprises patrimoniales, dont seulement 2, madame, sont dirigées par des femmes. Vous avez parfaitement raison dans votre combat. Donc je suis venue doubler les effectifs de femmes dirigeantes féminines au sein de cette organisation mondiale. On est très fiers de pouvoir benchmarker nos solutions, nos ressources techniques, nos innovations avec parfois de très grands groupes, parfois de plus petits. Et la France, vu la taille de son marché, qui est important, mais somme toute modeste au plan international, nous honore de sa représentation. Il semblerait que ça soit plus facile de partager ses idées entre femmes. Est-ce que c'est vrai ? Alors, ce que je pense, c'est que ce qu'aiment les femmes, en général, c'est la notion de transparence, d'engagement, de la parole donnée, de respect de cette parole donnée. Et alors les hommes aussi sur la parole donnée, ça c'est sûr. Mais la transparence, vous avez un management qui est extrêmement transparent. Alors effectivement, notre comité de direction, tout d'abord, on a 6 personnes à notre comité de direction, dont 5 femmes. Donc c'est un peu compliqué pour le seul homme. Encore, on arrive à qui reste encore le pauvre. Non, on en a un qui rentre là. Donc c'est bon. La transparence, c'est-à-dire l'introduction d'actionnariat
salariés au sein des instances de gouvernance de l'entreprise est un signe très important et très fort de mobilisation du management autour d'un discours transparent, non seulement à l'égard de nos salariés, mais de nos clients, de nos actionnaires bien sûr, de nos banques. C'est une vertu qui, à mon sens, permet le développement de l'entreprise. En tout cas, c'est une vertu qui a permis à l'entreprise de se reconstruire complètement, donc de manière très pragmatique, ce qui a été effectivement un vecteur de succès pour mon entreprise. Aujourd'hui, j'ose espérer que ce sera son vecteur de développement. Donc on se résume, on a un management transparent et on a un pouvoir et des responsabilités partagées. Hein, ça, c'est très important. C'est quelque chose que l'on retrouve, ça, chez Raja, hein, avec votre président Daniel Capel. Vous m'avez dit qu'elle n'hésite pas, lorsqu'il y a des nouveautés produits qui impactent le process de fabrication, de se rendre dans l'usine, de monter sur une palette et d'expliquer ce qu'il en est. Alors oui, en fait, ça rejoint ce qu'on disait sur la transparence, la communication. Et pour donner du sens et pour que chacun travaille bien, en fait, il y a un très gros effort, mais qui n'est pas un effort, hein, qui est naturel dans la pédagogie, en fait. Expliquer à chacun, donner de l'information, c'est pour Daniel Capel-Marcovici le meilleur moyen que chacun, dans son travail, fasse le mieux. Et ça, c'est important. Et effectivement, en tant que femme, et quand j'étais jeune, Daniel arrivait dans l'entrepôt. À l'époque, il n'y avait pas de beaux pupitres et de belles étagères. Elle montait sur une palette. Sur une palette, effectivement. Une palette en bois, bien sûr. Et elle expliquait, en fait, aux préparateurs de commandes quels étaient les nouveaux produits qu'on allait proposer aux clients, pour qu'ils sachent, en fait, dans ce qu'ils préparaient dans leurs commandes, ce que les clients allaient utiliser. Et ça, c'est effectivement voilà, symbolique, mais c'est important dans la démarche. Debbie Waldenhoyns, en Grande-Bretagne, est-ce qu'on a effectivement cette perception de management transparent pour les femmes et d'association naturelle, une forme d'autorité naturelle des femmes chefs d'entreprise? En Angleterre, on trouve qu'il n'y a pas beaucoup de femmes sur les comités dans les grandes entreprises. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de femmes. Mais on a fait pas mal de recherches en Angleterre et l'université à Leeds a montré que si vous avez une femme sur un comité dans une grande entreprise, on peut réduire le risque de faire faillite de cette entreprise par 20%. Ça alors? Alors ça, c'est beaucoup. Oui, mais ça, c'est ce que dit Ségolène Royal. Les femmes savent mieux compter que les hommes. Ouais. Non, encore une fois, je plaisante. Mais c'est Ségolène qui l'a dit, hein, c'est pas moi. Je voudrais qu'on parle de l'autorité naturelle aussi. Vanessa, on va vous faire parler un petit peu. Comment réagissez-vous à ce que nous venons de dire? Vous êtes en charge d'un programme, vous êtes bien obligé de partager finalement, d'être transparente. Et puis, il y a besoin d'une autorité naturelle aussi. Absolutely, absolutely. And I think Oui, tout à fait. Et je peux dire que d'après ma propre expérience, du point de vue technique, il n'y a pas de différence essentiellement entre les hommes et les femmes et leur capacité technique et la manière dont ils mènent une entreprise, si je puis dire. Mais c'est dans l'approche, c'est dans la manière dont ils approchent l'activité. Les femmes ont tendance à donner plus de sens à ce qu'elles font. Et elles veulent retirer de leur activité plus que juste un bénéfice financier. Et je passe pas mal de temps avec des femmes entrepreneurs, je dois dire. Et pendant des centaines d'années, il y a toujours eu des associations d'entreprises menées par les hommes. Donc vous voyez, c'était très masculin. Alors que maintenant, nous avons des associations de femmes entrepreneurs, femmes chefs d'entreprise, etc. Et je vois l'ambiance et la manière dont les femmes interagissent entre elles quand elles se retrouvent professionnellement. Et la manière dont elles interagissent est différente. Et c'est d'ailleurs très encourageant de voir la manière dont elles se soutiennent mutuellement. Donc, dans les entreprises, les 500 plus grosses entreprises, il y a plus de PDG qui s'appellent John que de femmes à la tête d'une entreprise. Vous vous rendez compte? En tirer comme leçon. Je crois qu'il faut travailler avec les leaders dans l'industrie. Il faut montrer bien que les femmes, ça marche beaucoup mieux avec des femmes et des hommes sur un comité dans les entreprises. Ça, c'est très important ce que vous avez dit. Même il faut travailler à l'école parce que souvent pour les filles, il manque une confiance en soi.
Parce que souvent, si on voit une liste des choses qu'un poste de travail demande, s'il y a 10 choses sur une liste, un homme sait qu'il peut faire 8 sur 10. Il dit oui, je peux faire ce poste-là. Une femme sait faire 9 sur 10. Il dit non, je ne peux pas faire ce poste-là. Compris. Et c'est cette confiance en soi qu'il faut qu'on commence à l'école. Est-ce qu'il faut être trop honnête, Florence Blanchet, quand on est femme chef d'entreprise? Totalement honnête? Je pense qu'il faut l'être, effectivement, totalement honnête. Il faut, je rebondis un petit peu sur ce que vous venez de dire, peut-être parfois un petit problème de confiance en soi, oui, ça peut arriver, mais je crois que nous avons non seulement... Que vous dominez très bien sur ce plateau. Permettez-moi de vous rassurer. Mais c'est vrai qu'on a parfois des doutes. Voilà, je pense que ça peut être le cas. Mais nous avons des facultés d'adaptation et effectivement une certaine sensibilité qui nous permet aussi de faire passer non seulement des messages, et d'avoir une autorité tout à fait Cette légitime. autorité naturelle et légitime, voilà. Oui. Ça va nous permettre de conclure cette émission parce qu'hélas, on ne peut pas déborder trop. Lisa McGarry, on vient de traiter des thématiques sensibles, hein, la place des femmes dans les comités de direction, l'honnêteté effectivement qui prévaut à l'action finalement, mais il y a l'approche qui vous permet de contourner, c'est peut-être ce qui peut être un défaut, d'être trop honnête, c'est parfois vécu comme un défaut. Vous m'avez parlé d'une approche globale d'une problématique quand on est chef d'entreprise, d'une approche même holistique. Alors expliquez-nous. Une approche holistique et voire systémique également. Donc, alors ça, c'est des mots. Rentrons dans le concret. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le concret, ça veut dire qu'on ne prend pas un problème simplement dans son actualité, enfin dans le problème qu'il est, mais on va plutôt être dans la recherche de solutions globales qui comprennent tous les éléments lesquels vont influencer ou pas cette situation, ce problème. C'est-à-dire que vous n'allez pas segmenter le problème de manière cartésienne, finalement. Absolument. On a appris tous avec Descartes qu'il fallait réduire en tout petits morceaux un problème et puis prendre chacun. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est plutôt regarder la chose dans son ensemble et toutes les choses qui peuvent interagir et peuvent influer de manière directe ou indirecte sur la solution, sur la mise en œuvre et les inclure dans justement la résolution de problèmes. On va donner le micro à Sylvie Cazenave-Perret pour le mot de la fin. Approche globale, spécificité féminine. Oui, je pense que c'est vraiment faut oser dire que c'est une spécificité féminine et tant mieux. Vous ne fonctionnez pas en silo, non. Pour prendre des termes sociologiques. On fonctionne en équipe, on a un ou inclusif et pas exclusif. On recherche les compétences là où elles sont. Je pense que le leadership ne s'exprime pas du tout de la même manière et on est guidé par nos valeurs avant tout. Ça, je crois que c'est une très grande différence. Le pouvoir n'est pas exercé de la même manière. Ce n'est pas de l'arrogance que de dire ça, c'est juste un constat. Et pour compléter votre statistique, mesdames, on sait aujourd'hui que les femmes dirigeantes font plus de résultats et de profits avec moins de capitaux investis. Alors, à tous les investisseurs, n'hésitez pas, rapprochez-vous de nos entreprises. Vous aurez des comptes fiables, des résultats fiables, récurrents. Et vous rendrez fiers aussi vos filles et vos épouses parce que c'est ce qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui. C'est montrer l'exemple pour nos filles. C'est ce qu'on appelle une autorité naturelle, n'est-ce pas, cher public? Merci, mille merci, mesdames. Vanessa Erok-Bogbo, thank you very much. Women and Trade Programme. Debbie Waldenhoins, Women in Packaging. Nathalie Chapuzot-Raja, Sylvie Cazenave-Perret, Poisson Packaging. Florence Blanchet, Blanchet SAS et Lisa McGarry. Mobifox est mise en boîte. Je crois qu'on peut applaudir nos femmes sur notre plateau. C'était passionnant. Dans 3 minutes, la minute... Et on remercie les hommes qui étaient dans le public. Merci de m'avoir supporté aussi personnellement. La Minute Tendance dans 3 minutes sur ce plateau avec Jérémy Angelier qui reçoit Frédéric Mignot, PDG de la Société Générale des Techniques. Excellente journée sur All for Pack.